Très bien, les amis, bon jeudi à tous. Je vous avais promis de faire un épisode sur les dossiers JFK. Eh bien, ceci n'est que le début. Et ce que je peux vous dire en une phrase, c'est que les théoriciens du complot, nous avions encore raison, comme toujours, il semble, de nos jours. Tucker Carlson avait vraiment vu juste quand il a dit qu'être qualifié de théoricien du complot. De nos jours, cela signifie simplement que vous êtes plus instruit que les médias traditionnels et le système d'éducation publique qui rend tout le monde idiot. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu Chaos et qui ne sont pas membres de notre club de lecture, nous allons vous emmener dans le terrier du lapin JFK, le début du terrier en quelque sorte. Bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien, les amis, les dossiers JFK ont été ouverts. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ce que cela signifie en ce moment, c'est que si vous êtes un citoyen américain juif, il est vraiment grand temps pour vous de comprendre que vous n'avez aucune obligation de continuer à défendre l'État d'Israël. D'accord. L'antisémitisme ne se manifeste pas lorsque les gens jugent l'État étranger d'Israël. Il faut le dire tout de suite, dès le départ. Je devrais demander à tout le monde là de se lever et de faire le serment d'allégeance, à l'ancienne, comme si vous étiez en classe de cours moyen 2. Je fais serment d'allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'ils représentent. Une nation pas sous Israël, pas sous le chantage. D'accord, nous sommes tous pareils, nous sommes Américains. Et la seule raison pour laquelle vous avez ce réflexe, surtout les Américains juifs, c'est parce qu'il y a cette crise existentielle qui vous a été inculquée depuis votre jeunesse. Comme si on vous avait endoctriné à croire que soutenir cet État est une question existentielle, vraiment. Comme si vous alliez mourir si vous ne le faisiez pas. Et nous avons tous ce genre de choses. C'est cool, nous avons tous été endoctrinés d'une manière ou d'une autre dans notre jeunesse. Et c'est un peu l'ingénierie sociale de la salle de classe qui nous rend vraiment craintifs. C'est la raison pour laquelle les femmes disent « Je soutiens le planning familial parce que je pense que les hommes vont me prendre mes ovaires si je ne le fais pas. » Et puis en vieillissant, tu te dis « Attends une seconde, ça n'a pas vraiment de sens. Pourquoi est-ce que je crains le patriarcat? » C'est juste un système éducatif basé sur la peur. Bref, revenons vraiment au début et essayons de vous faire comprendre d'où venaient les théoriciens du complot, bien avant que ces dossiers ne soient publiés. Bon, on sait tout ce qui s'est passé le 22 novembre 1963. JFK a été abattu. Le président JFK a été abattu alors qu'il était assis aux côtés de sa femme dans un véhicule qui traversait les rues de Dallas. Maintenant, il est important, avant d'entrer dans le sujet, que vous ayez une compréhension historique de certains autres faits. Avant que Kennedy ne soit élu président, Eisenhower était président. Et juste avant qu'Eisenhower ne quitte ses fonctions, il a averti le public américain qu'une ombre se formait, qu'un gouvernement de l'ombre, pour ainsi dire, était en train de se mettre en place. En arrière-plan, il l'a qualifié de « un complexe militaro-industriel ». Je veux que vous écoutiez attentivement ces paroles ici. Nous dépensons chaque année, rien que pour la sécurité militaire, plus que le revenu net de toutes les entreprises des États-Unis. Or, cette conjonction d'un immense établissement militaire et d'une grande industrie de l'armement est nouvelle dans l'expérience américaine. L'influence totale, économique, politique, voire spirituelle, se fait sentir dans chaque ville, chaque capitole d'État, chaque bureau du gouvernement fédéral. Nous reconnaissons la nécessité impérieuse de ce développement, mais nous ne devons pas négliger d'en comprendre les graves implications. Notre labeur, nos ressources et nos moyens de subsistance sont tous concernés. Il en va de même pour la structure même de notre société. Dans les conseils du gouvernement, nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée. Qu'elle soit recherchée ou non par le complexe militaro-industriel, le potentiel d'une montée désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques. Nous ne devons rien tenir pour acquis. Seule une citoyenneté vigilante et informée peut l'exiger. La bonne articulation de l'immense appareil industriel et militaire de défense avec nos méthodes et objectifs pacifiques, afin que la sécurité et la liberté puissent prospérer ensemble. Donc, il lance cet avertissement. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, beaucoup d'entre nous n'étaient pas en vie à cette époque. Beaucoup d'entre nous,
Même ceux qui étaient vivants à cette époque ne se souviendraient certainement pas de ce discours. Mais il dit que c'est nouveau, comme si l'idée que l'Amérique soit toujours en guerre était nouvelle, alors que pour nous, ce n'est pas nouveau. C'est comme si nous ne pouvions pas arrêter d'être en guerre au Moyen-Orient, en Ukraine. C'est comme un jeu de tap-top. Le complexe militaro-industriel est évidemment réel et il existe. Et aujourd'hui, nous appelons cela l'État profond. Et il faut savoir que lorsque JFK est devenu président par la suite, il était explicitement contre la guerre. Il faut comprendre que lui aussi pensait qu'il n'était pas nécessaire pour nous d'être engagés dans une guerre sans fin. On est censé faire hurrah, 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 gagner la Seconde Guerre mondiale. Et il s'avère qu'il y avait quelque chose qui agissait en arrière-plan et qui ne le voulait pas vraiment. Ainsi, l'avertissement d'Eisenhower selon lequel ces personnes pourraient avoir une influence indue, quelle que soit cette force mystérieuse en arrière-plan, pourrait avoir une influence indue sur la politique américaine. Et Kennedy arrive au pouvoir et il dit « Je ne suis pas pour cette guerre ». Écoutez ce qu'il avait à dire à l'université américaine. Ce discours a été prononcé le 10 juin 1963, seulement quelques mois avant son assassinat. Je sais que la quête de la paix n'est pas aussi spectaculaire que la poursuite de la guerre et que souvent les paroles de ceux qui la recherchent tombent dans l'oreille d'un sourd, mais nous n'avons pas de tâche plus urgente. Certains disent qu'il est inutile de parler de paix, de droit international ou de désarmement mondial, et que cela restera inutile tant que les dirigeants de l'Union soviétique n'adopteront pas une attitude plus éclairée. J'espère qu'ils le feront. Je crois que nous pouvons les y aider, mais je crois aussi que nous devons réexaminer nos propres attitudes en tant qu'individus et en tant que nation, car notre attitude est aussi essentielle que la leur. Alors, la question que nous devrions nous poser est la suivante. Pourquoi, dès que vous commencez à parler de JFK, les gens vous qualifient-ils de théoriciens du complot? Et en particulier, vous remarquerez qu'il y a ces comptes sionistes qui s'affolent avant même de savoir ce que vous allez dire. Alors, qu'est-ce qui, dans l'assassinat de JFK, déclenche une telle réaction chez les sionistes? Pourquoi font-ils semblant de croire qu'il s'agit d'un acte d'antisémitisme d'explorer le contexte et les choses auxquelles JFK s'opposait fermement? Je vais vous expliquer cela et je vais n'utiliser ici que des sources juives. Ainsi, nous pouvons nous écarter de toute accusation d'antisémitisme. Ce ne sont que les faits concernant ce contre quoi JFK se battait lorsqu'il était en fonction. D'accord, l'une des choses auxquelles il s'opposait était l'American Zionist Council. Il voulait que cette organisation, qui allait devenir plus tard l'AIPAC, nous débattons encore aujourd'hui de l'influence excessive de l'AIPAC sur nos élections. À l'époque, ils étaient connus sous le nom d'American Zionist Council. Et le département de la justice de JFK leur a dit qu'ils devaient s'enregistrer en tant qu'étrangers, agents en vertu du FARA. D'accord. Maintenant, je vais ralentir un peu pour vous, car beaucoup d'entre vous ne savent probablement même pas ce qu'est le FARA. Cela signifie Foreign Agents Registration Act, ou loi sur l'enregistrement des agents étrangers. Elle exige que toute personne ou entité commerciale qui accepte de l'argent d'un gouvernement étranger ou agit en tant qu'agent pour un gouvernement étranger s'enregistre auprès du département de la justice. Cela signifie que vous devez déposer des rapports, vous devez détailler votre rémunération, vous devez détailler vos dépenses, vos communications essentiellement. La raison en est évidente, c'est pour que nous, en tant qu'Américains, sachions que nous sommes influencés par des agents d'un autre gouvernement. Personnellement, j'aimerais aussi que nous puissions voir cela immédiatement, en quelque sorte. Savoir, lorsque des personnes font du lobbying, qu'elles devraient annoncer qu'elles font du lobbying au nom de Big Pharma et qu'elles acceptent de l'argent de leur part. Ils n'ont pas à le faire, c'est ça. Et donc, cela influencerait votre perception. Évidemment, si je dis toutes ces choses et que vous découvrez que je suis enregistré sous FARA pour un pays étranger comme l'Ukraine, vous diriez, d'accord, ça a du sens? Candace me dit que nous devrions faire la guerre à l'Ukraine, mais maintenant je sais que Candace accepte en réalité des dizaines de millions de dollars de l'Ukraine. C'est le but de l'enregistrement FARA. Donc, lorsque le Conseil sioniste américain a vu le jour en 1949, il faisait du lobbying au nom du tout nouvel État étranger d'Israël, d'accord? Et JFK a dit, vous devez maintenant vous enregistrer sous FARA. Encore une fois, j'ai expliqué pourquoi. C'est important parce que cela changerait la façon dont vous comprenez les informations qui vous parviennent. En gros, on comprend que vous étiez en train d'écouter une publicité et parfois on se demande, quand on voit tous ces influenceurs, on se dit, qui les finance? Cette question naturelle de savoir qui les finance. Ce serait infiniment plus important si vous saviez que c'était quelqu'un, un pays étranger à l'étranger. Donc, nous allons faire une introduction.
Nous allons plutôt examiner la période précédant l'assassinat de JFK et ses relations avec les sionistes. Le groupe qu'il essayait de faire enregistrer sous Farah. Regardez ce site web, d'accord? Ce site web. Et nous n'avons pas le haut de la page. Je voulais savoir, Skillar, si ça ne te dérange pas de montrer l'archive du lobby israélien. D'accord. Je vais donc vous présenter simplement une chronologie et vous pouvez en fait cliquer et voir ces documents. Ce sont des documents publiés publiquement. Ils existent tous réellement. Et je vais vous présenter les éléments pertinents menant à l'année des communications que son ministère de la Justice, le ministère de la Justice de JFK, avait eu avec l'AZC en disant « Eh, vous devez vous enregistrer en tant qu'agent étranger ». Nous allons revenir 1 an avant son assassinat, le 31 octobre 1962. Vous pouvez voir que l'assistant du procureur général et le directeur de la sécurité intérieure, qui était Walter Yeagley, informe le procureur général R.F. Kennedy que nous allons solliciter la semaine prochaine l'enregistrement de l'American Zionist Council en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers. Vous savez peut-être que l'American Zionist Council est composé de représentants de diverses organisations sionistes aux États-Unis, y compris la Zionist Organization of America. Il y avait donc tout un tas d'organisations différentes. Elles faisaient toutes du lobbying au nom d'Israël. Et ils étaient du genre « Évidemment, nous allons poursuivre cela ». Le 21 novembre 1962, soit presque exactement 1 an avant qu'il ne soit assassiné, le ministère de la Justice leur a donné l'ordre. L'AZC devait s'enregistrer en vertu du FARA. Et il y avait la réception de tels fonds de la part de la section américaine de la Jewish Agency for Israel, ce qui constitue le conseil. Et en gros, il disait « Vous devez absolument vous enregistrer. Votre demande est en cours. » Et Skylar, je ne sais pas si tu as effectivement récupéré certains de ces documents, mais sinon ce n'est pas grave. Nous allons continuer à dérouler la chronologie. Alors, le 6 décembre de cette même année, le président de l'AZC était un certain rabbin Irving Miller, et il a répondu au ministère de la Justice, et il a écrit ceci. La demande d'enregistrement contenue dans votre lettre soulève de nombreuses questions de faits et de relations, qui doivent d'abord être résolues par nous avant que nous puissions nous conformer. Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un délai de 120 jours. C'est déjà stupéfiant, non? Le ministère de la Justice vous dit dans une lettre que vous devez vous enregistrer en tant qu'agent étranger, et vous avez le rabbin qui dirige ce groupe qui répond votre demande est un peu... En fait, il va nous falloir un peu de temps pour réfléchir à cette demande. Et vous comprendrez qu'il nous faut 120 jours. D'accord? Donc, dans ce délai de 120 jours, ils ont décidé d'incorporer officiellement la PAC. Le 2 janvier 1963, un homme nommé Isaiah Kenan a incorporé la PAC à la place. Et ensuite, le conseil de l'AZC est retourné voir le ministère de la Justice et a essentiellement dit « En fait, nous ne sommes pas prêts à nous enregistrer. » Mais maintenant, nous avons une nouvelle organisation. Elle s'appelle l'AIPAC. Et si vous suivez cette chronologie, vous voyez alors qu'il procède à l'incorporation. C'était le 2 janvier 1963. Isaiah incorpore l'American Israel Public Affairs, comme je l'ai dit, la communauté AIPAC à Washington, D.C. Et puis, le lendemain, le 24 janvier 1963, quelques semaines après, le mémo de dossier préliminaire du DOJ indique essentiellement qu'ils ont rencontré le conseiller juridique principal de l'AZC et qu'il a conseillé à son client de simplement dissoudre l'agence précédente en tant qu'AZC. Et ils ont dit « Nous espérons que cela résoudra le problème. » En gros, nous sommes une nouvelle entité APAC incorporée et cela devrait régler le problème. Et essentiellement, le DOJ a répondu que non, cela ne règle en fait pas le problème. Et nous allons quand même avoir besoin que vous vous enregistriez. En gros, il disait « Nous avons besoin de connaître vos dépenses. Nous devons savoir qui vous finance, d'où vient cet argent, et nous n'allons pas changer d'avis là-dessus. » Et il continuait à s'opposer à lui. Il continuait à résister et disait « Nous n'allons absolument pas vous donner ça. » Ce qui se passe là, le 25 janvier 1963, c'est que l'on commence à voir des articles qui commencent à s'accumuler dans la presse. Ils ont donc lancé une campagne de pression par les pairs, disant essentiellement, et c'est comme une citation directe du Wall Street Journal, disant que si cela avait été mené à terme, s'ils continuaient à exiger que l'ACC leur révèle ses dépenses et qui la finançait, alors l'opinion juive serait défavorable au DOJ, que l'opinion juive américaine serait mauvaise. Ils ne devraient pas aller jusqu'au bout, c'était réellement en train de se produire. Et, chose incroyable, même Donald Rumsfeld, qui était alors un membre du Congrès,
Il a écrit au DOJ en disant « Je suis préoccupé par le fait que si vous continuez à insister sur cette affaire, alors l'opinion juive sioniste va se transformer en Amérique. » C'est absolument fou. C'est comme si le département de la justice vous demandait de vous enregistrer. Et maintenant, vous faites essentiellement du lobbying auprès des politiciens et vous faites pression sur les journalistes pour qu'ils commencent à écrire ces articles. Et pour, en gros, semer dans l'esprit américain et dans l'esprit politique que cette demande est inappropriée. C'est totalement inapproprié parce que comment osez-vous nous demander de nous enregistrer? Ça n'a aucun sens. Vous ne comprenez pas qui nous sommes? Nous sommes juifs et ça ne va pas vous donner bonne image? Vous pouvez littéralement aller sur ce site web, consulter les dossiers et regarder les coupures de presse. Et c'est la réalité. Il y a eu une campagne de pression par les pairs, pas très différente de ce que l'on voit aujourd'hui, quand je parle de l'AIPAC et de ces journalistes qui agissent comme des tueurs à gages. Et si vous ne vous pliez pas à ce que veut l'État d'Israël, ils sont là à vous traiter de Hitler, d'antisémite. Ils ont tous ces influenceurs sur d'autres influenceurs. Sur une sphère en ligne dont on peut supposer qu'ils reçoivent de l'argent d'une manière ou d'une autre, mais on ne le saura jamais. Parce que AIPAC est maintenant une organisation 501c3 et ils n'ont jamais eu à s'enregistrer sous la FARA, mais ils l'ont fait au tout début. Et devinez quoi? La FARA est revenue en disant « On s'en fiche ». On peut ressortir cette chronologie. La FARA est revenue en disant « On s'en fiche », d'accord? Ça ne va rien changer. Vous allez quand même devoir vous enregistrer. Peu importe combien d'articles de presse sont écrits. Nous allons interpréter cela selon la loi et non selon les sentiments des scientifiques juifs en Amérique. Et donc, il continue encore et encore, et si on remonte cette chronologie, cela devient de plus en plus agressif. Et finalement, ce qui se passe, c'est que Hoover, qui dirigeait le FBI à cette époque, dit « Voulez-vous que je m'en mêle ?» Est-ce le moment pour nous, en tant que FBI, d'intervenir et de dire essentiellement « Vous vous enregistrez ou sinon ?» Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on en est là maintenant? En gros, est-ce qu'on doit commencer à procéder à des arrestations? Et ils commencent à prendre cela très au sérieux parce qu'ils avaient déjà ordonné qu'ils s'enregistrent sous 10 jours et ils ont quand même refusé de le faire. Ils n'ont toujours pas bougé, d'aucune manière. Donc, ils sont en train de réfléchir à tout ça. Devrait-on impliquer les fédéraux à un niveau supérieur? Devrait-on faire intervenir le FBI? Qu'est-ce que cela impliquerait, plutôt? Et soudainement, Farah revient aussi et dit, en gros, nous pensons absolument qu'il faut les impliquer. Ensuite, on voit cette tentative dérisoire du Conseil de l'AZC qui dit « Est-ce que cela suffirait si on vous montre nos relevés de revenus? » Et Farah répond « Absolument pas. C'est absurde. Cela fait maintenant 1 an, encore une fois, à l'approche de la mort de Kennedy. » Et là, vous pouvez voir que le 11 octobre 1963, le ministère de la Justice exige que l'AZC s'enregistre. Le département attend une réponse de votre part sous 72 heures concernant cette affaire. Et puis, vous pouvez voir que le 17, Walter Yeagley a noté lors d'une réunion entre le DOJ et l'AZC qu'ils ont essentiellement plaidé pour ne pas s'enregistrer, affirmant que, selon la plupart des personnes affiliées au Conseil, une telle inscription serait tellement médiatisée par l'American Council on Judaism qu'elle finirait par détruire le mouvement sioniste. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Si tout ce que vous avez à faire pour être, enfin, ce n'est pas un crime, vous pouvez être un agent étranger, n'est-ce pas? Si tout ce que vous avez à faire, une fois que vous êtes enregistré sous le FARA, c'est de révéler vos dépenses, de montrer comment vous êtes financé, de permettre aux gens de comprendre d'où vient cet argent, pourquoi serait-il autant opposé à cela? 1 an plus tard, en utilisant des avocats, en appelant des juges à s'impliquer, en essayant de persuader le public, en cherchant essentiellement à lancer une campagne de diffamation. Et en disant que cela allait radicalement changer l'opinion juive, que cela allait mettre le mouvement sioniste en pause. Qu'est-ce que cela aurait pu révéler de façon plausible s'il l'avait fait? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne connaîtrai jamais la réponse à cette question parce que ce que nous savons, c'est que quelques semaines plus tard, JFK a été assassiné. D'accord, maintenant, si vous reliez instantanément les points et vous vous dites « Oh, eh bien sûr, ça devait être un sioniste qui a fait ça. » Je pense que ce serait un peu trop tiré par les cheveux. Mais quand on compare les politiques de JFK qui ne voulaient pas qu'il soit financé et ce qui se passait parallèlement à cela, bien sûr, c'est qu'il était au téléphone, en train de discuter, de crier, de se disputer avec le premier ministre Ben-Gurion d'Israël parce qu'il ne voulait pas non plus qu'Israël, en tant qu'État, devienne une puissance nucléaire. D'accord?
Et ils se disputaient au téléphone. Il refuse toujours de déclassifier ces échanges qu'il avait, mais ils étaient vraiment à couteau tiré, et ils se détestaient. Et il était très opposé au réacteur de Dimona. C'est quelque chose que l'on peut même retrouver dans des discours comme celui de Kadhafi, lorsqu'il parle de ce qui est réellement arrivé à JFK. Tout le monde sait qu'il était opposé, farouchement opposé à Israël et à l'armement nucléaire. Il laisse un peu ça en suspens. Quand on additionne ces deux éléments, on se dit, d'accord, est-ce que ce serait une théorie du complot de suggérer que Ben Gourion et l'État d'Israël le détestaient et il leur était opposé, il était contre le fait qu'ils reçoivent des financements et il était contre eux, qu'ils aient une influence indue sur la politique américaine et puis ils meurent. Et puis, si l'on met cela en balance avec le fait que leur problème a instantanément disparu dès la mort de JFK, parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque Lyndon B. Johnson est arrivé au pouvoir, il était le vice-président, tous leurs problèmes ont été instantanément résolus parce qu'il a fait marche arrière sur tout. Ce qui est intéressant, c'est que LBJ a essentiellement appliqué des politiques exactement opposées à celles de JFK. Il était fondamentalement pro-guerre, d'accord? Le Vietnam, le Cambodge, les campagnes de bombardement. Et il n'a été révélé que récemment qu'il a aidé Israël à s'établir en tant qu'État. En aidant secrètement à transporter des armes, exactement ce à quoi JFK s'opposait, exactement ce à quoi Eisenhower avant lui s'opposait. Il a secrètement aidé à transporter des armes vers Israël alors qu'il était au Congrès. Maintenant, ne vous fiez pas seulement à ce que je dis. Si je disais ce fait, ce serait considéré comme antisémite, n'est-ce pas? Prenons plutôt ce fait dans le journal israélien Haaretz. C'est littéralement une publication israélienne. Ils publient quotidiennement. Ils ont écrit, je cite, cet article, comme vous pouvez le voir, est intitulé « Lyndon Johnson, Israël n'a jamais eu de meilleur ami ». Les historiens considèrent généralement Johnson comme le président le plus uniformément favorable à Israël. Et ensuite, il est dit, après que John F. Kennedy a été assassiné, et que Lyndon Johnson est devenu le 36e président. LBJ a dit à un diplomate israélien, « Vous avez perdu un très grand ami, mais vous en avez trouvé un meilleur. » En effet, c'est Johnson, en tant que chef de la majorité au Sénat, qui s'est opposé, des années plus tôt, au plan de Dwight Eisenhower visant à couper l'aide à Israël. Je cite cet extrait de l'article. Ce n'est pas de moi. Nous savons donc maintenant que, lorsqu'il était au Congrès, il s'est opposé à Eisenhower, qui voulait couper l'aide à Israël. D'accord. Et maintenant, nous comprenons qu'il a changé de cap par rapport à la politique de JFK lorsqu'il est devenu président. L'article poursuit en disant qu'il connaissait peu de Juifs en grandissant au Texas, mais qu'il a noué des amitiés durables en gravissant les échelons du Parti démocrate, qui était devenu le foyer politique naturel de la plupart des Juifs. Les historiens considèrent généralement Johnson comme le président le plus uniformément favorable à Israël. Johnson a été le premier président à inviter un premier ministre israélien, Levi Eshkol, pour une visite d'État. Ils s'entendaient si bien, tous deux étant agriculteurs, que Johnson a fait à Eshkol le rare honneur de l'inviter dans son ranch. LBJ a rapidement abandonné la pression exercée sur Israël pour qu'il s'explique sur le réacteur de Dimona. Il a augmenté les ventes d'armes à Israël et en 1968, après que le fournisseur d'Israël, la France, a imposé un embargo. Dans le but de cultiver des liens dans le monde arabe, les États-Unis sont devenus le principal fournisseur d'armes d'Israël, lançant notamment les discussions. Cela allait mener à la vente de chasseurs Phantom à Israël. D'accord, donc il était totalement engagé envers l'État d'Israël. Et si vous commencez à vous demander, d'accord, pourquoi cela serait-il? Quel aurait pu être son parcours? Eh bien, chose intéressante, il s'avère que sa tante Jessie, et encore une fois, nous allons retrouver cela dans le Jérusalem Post, nous allons retrouver cela dans le Times of Israel, mais sa tante, Jessie Hatcher, était membre de l'organisation sioniste. Et il a été avancé, pas par moi, d'accord, mais par le rabbin Shmuel Golden, que LBJ lui-même descendait d'une lignée maternelle juive. Maintenant, sa famille remonte au 1848 art, qui était un groupe de communistes ayant tenté sans succès de renverser l'Allemagne. Et puis, ils sont tous venus au Texas et se sont installés au Texas et au Kansas et partout aux États-Unis, y compris la famille Pfizer. Mais pour revenir à cela, c'est l'opinion du rabbin Shmuel qui apparemment s'est penchée sur la question. Et ceci est un blog écrit par Richard Schassman sur le Times of Israel. Il écrit « Vous pouvez parier votre ranch que Bernie Sanders ne sera pas élu comme premier président juif, mais il pourrait être le deuxième. » Qui a été le premier président juif? LBJ, Lyndon Baines Johnson. Je remercie le rabbin Shmuel Golden de m'avoir fait découvrir cette histoire fascinante.
Il cite maintenant un article de Maurice Smith dans The Five Towns Jewish Times. Les ancêtres maternels de Lyndon Johnson, les Huffman, ont apparemment migré vers Frederick dans le Maryland depuis l'Allemagne au milieu du 18e siècle. Plus tard, ils ont déménagé à Bourbon dans le Kentucky, puis se sont finalement installés au Texas entre le milieu et la fin du 19e siècle. Les faits indiquent que les deux arrière-grands-parents maternels de Lyndon Johnson étaient juifs. Il s'agissait des grands-parents de la mère de Lyndon, Rebecca Baines. Leur nom était John S. Huffman et Mary Elizabeth avec Perrin. La mère de John Huffman était Suzanne Amand, un nom juif courant. Perrin est également un nom juif courant. Huffman et Perrin ont eu une fille, Ruth Ament Huffman, qui a épousé Joseph Baines. Ensemble, ils ont eu une fille, Rebecca Baines, la mère de Lyndon Johnson. La lignée maternelle juive peut être retracée sur 3 générations dans l'arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il ne faisait guère de doute qu'il était juif. Encore une fois, cela provient de sources juives. Ils appelleront cela une conspiration. Je vous le dis simplement, ce sont les faits. En ce qui concerne son aide et le fait d'avoir été le plus grand ami présidentiel qu'Israël ait jamais eu. Maintenant, vous regardez cette histoire, vous l'assemblez pièce par pièce. Vous vous dites, Lyndon B. Johnson n'est qu'un homme. C'est là que mon bon sens intervient. D'accord, même si Lyndon B. Johnson était effectivement loyal envers l'État d'Israël et qu'il avait effectivement quelques liens familiaux juifs, et sa tante qu'il aimait tant, Jessie Hatcher, c'est elle qui l'a élevé et qui lui a dit de faire toutes ces choses. Même si vous vouliez croire tout cela, vous diriez « d'accord, mais on parle de l'assassinat de JFK, d'accord ?» Cela nécessiterait de l'aide et du soutien de l'État profond, à savoir la CIA. Pensons-nous vraiment qu'ils auraient aidé dans ce genre de complot? Eh bien, vous devez savoir que lorsque JFK est devenu président, la CIA était active depuis environ 14 ans. Elle a été créée en 1947, donc quelques mois avant la création de la nation d'Israël. Avec une signature du président Harry S. Truman et la loi sur la sécurité nationale. Et je dirais que la CIA est sans aucun doute l'entité gouvernementale la plus corrompue et la plus meurtrière au monde. Et pas seulement contre les peuples du monde, mais aussi contre le peuple américain. D'accord. MKUltra, quelqu'un? Les expériences qu'ils ont menées sur nos soldats, sur des citoyens américains sans méfiance. Et je veux préciser qu'un autre sujet de préoccupation pour JFK pendant sa présidence, c'est qu'il a reconnu la corruption de la CIA. C'est pourquoi on le cite disant qu'il voulait disperser la CIA aux 4 vents. Il voulait tout simplement se débarrasser complètement de la CIA, parce qu'il avait compris qu'il s'agissait d'un organisme corrompu. Et ce que vous devez savoir, c'est que de 1953 à 1961, le directeur de la CIA était Allen Dulles. C'est un Américain absolument pas juif. Sous sa direction, la CIA s'est livrée à toutes sortes d'opérations clandestines illégales. Comme je l'ai dit, le plus tristement célèbre étant le programme MKUltra, où il s'intéressait au lavage de cerveau des gens, à la création de candidats manchus. Je veux dire, c'est parmi les choses les plus sinistres que vous puissiez lire. Et vous devriez vraiment vous pencher sur ces lectures, surtout si vous faites partie de ceux qui ont acheté Chaos. C'était effectivement un homme très sinistre. Mais est-il plausible qu'il y ait eu quelqu'un dont il recevait des ordres? Est-ce le cas? Est-il plausible qu'Allen Dulles, alors qu'il faisait toutes ces choses à la CIA, les ait faites parce qu'il était victime de chantage? Maintenant, je vous dis que je vais vous lire. Un article choquant qui, selon moi, apporte une autre pièce maîtresse à l'histoire de JFK. Sur qui était Allen Dulles? Allen Dulles, d'ailleurs, dirigeait aussi, il était responsable de la commission Warren. Donc, c'est lui qui a raconté au public une histoire ridicule à propos de Lee Harvey Oswald. C'est lui qui l'a fait, c'est fini. Voilà, c'est une commission totalement bidon et un rapport bidon. Et c'est très intéressant quand je vous donne ce petit détail historique que peu de gens connaissent. Mais d'abord, nous allons faire une courte pause. Je vais vous parler de Preborn parce que vous savez ce que Andrea Bocelli, Steph Curry, Justin Bieber et Tim Tebow ont tous en commun. Toutes leurs mères ont été encouragées à mettre fin à leur grossesse. Parce que lorsqu'une femme fait face à une grossesse non planifiée, elle subit souvent des pressions pour mettre fin à la vie de son enfant. Elle veut faire le bon choix, mais la société et son entourage lui disent que son bébé n'est pas une vie. C'est là que le ministère Preborn intervient. Preborn et son réseau de cliniques offrent des soins compatissants aux mères et le soutien dont elles ont besoin pour choisir la vie, y compris une échographie gratuite. Lorsqu'une mère entend le battement de cœur de son enfant, elle est 2 fois plus susceptible de choisir la vie. Alors, si vous vous considérez comme pro-vie, il est temps de rejoindre Preborn. Ensemble,
nous pouvons donner aux femmes le pouvoir de choisir la vie. Donner le pouvoir à la vérité de la maternité transforme les familles et les avenirs. Une échographie ne coûte que 28 $ et 140 $ permettront de sauver 5 bébés. Lorsque vous faites un don mensuel, vous recevrez des histoires et des photos de vie, des vies que vous avez aidé à sauver. Alors, pour faire un don, composez simplement le dièse 250 et dites le mot-clé « bébé ». C'est le dièse 250. Bébé ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com. /Candice. Encore une fois, c'est preborn.com /Candice. Aussi, je veux vous parler de The Little Catholic, car si vous cherchez de magnifiques bijoux empreints de foi, qui sont bien plus que de simples accessoires, vous devriez les découvrir. The Little Catholic est une petite entreprise dirigée par une femme, qui crée de superbes bijoux faits main, enracinés dans notre foi catholique. The Little Catholic croit que les bijoux catholiques inspirent naturellement la foi, la paix et une perspective unique. Chaque fois que nous nous regardons dans le miroir ou que nous baissons les yeux, la beauté est la façon dont Dieu nous parle ici sur Terre. Leurs bijoux catholiques nous permettent de chérir ces moments et ces rappels encore plus près de notre cœur. Le petit bijou catholique est le cadeau intemporel, parfait, riche de foi et de sens, ce qui en fait un choix parfait pour les occasions spéciales comme les baptêmes, les confirmations, les mariages et les anniversaires. Ce qui rend ces pièces encore plus spéciales, c'est qu'elles sont fabriquées ici même en Amérique. Et dès maintenant, mes téléspectateurs bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 25% sur votre commande si vous utilisez le code promotionnel Candice25 sur thelittlecatholic.com. Encore une fois, c'est thelittlecatholic.com, code promo Candace25 et vous bénéficierez de 25% de réduction sur votre commande. OK, donc JFK voulait faire voler la CIA en éclats, OK? Voici un extrait du New York Times. Ce sont eux qui ont publié cela en 1966. On y lit l'amertume de Kennedy et du président Kennedy alors qu'il prenait conscience de l'énormité du désastre de la baie des cochons. Il a dit à l'un des plus hauts responsables de son administration qu'il voulait éclater la CIA en 1000 morceaux et la disperser au vent. Parce que la CIA faisait du CIA essayant de renverser des gouvernements partout dans le monde. C'est ce qu'on fait, les gars. C'est ce qu'on fait. Désolé de vous le dire, si vous pensiez qu'on faisait ça dans l'intérêt de protéger les Américains, ce n'est tout simplement pas le cas. Rien de ce que vous avez appris en cours d'histoire n'est vrai, d'accord? Et JFK a forcé Alan Dulles à démissionner. De la CIA suite au désastre de la baie des cochons à Cuba. Comme je l'ai dit, sûrement qu'Alan Dulles, avant cela, devait être un homme indépendant, devait être son propre maître. Personne n'aurait pu le manipuler, lui dire de faire toutes ces choses à la CIA. OK, arrêtez tout, parce que je vous dis que non, Alan Dulles a été victime de chantage. OK, je dois le dire tout de suite. C'est choquant pour moi de voir qu'alors même que je n'essaie pas de m'intéresser à Israël, ils apparaissent dans tout. J'enquête sur des personnes qui font chanter quelqu'un. Par exemple, l'histoire de Brigitte Macron, rien à voir avec Israël. De nulle part, pour ceux d'entre vous qui suivent cette histoire, on arrive soudainement à ce chapitre. Et nous apprenons qu'Emmanuel Macron était victime de chantage de la part d'Israël parce qu'il voulait qu'il établisse des relations plus étroites, je crois que c'était avec le Maroc plutôt qu'avec l'Algérie. À chaque fois que je regarde, je me dis « Oh, encore une histoire sur Israël et le chantage ». C'est complètement insensé de ne pas croire qu'Israël fait chanter des gens. OK, vous êtes fous. Mais ne me croyez pas sur parole. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous n'utilisons que des sources juives. D'accord, et j'ai lu cet article que je pense que personne n'a lu à part moi, mais probablement pas, dans le magazine Ami. Maintenant, pour la postérité, parce qu'on va m'accuser d'être un IDC, quoi qu'il arrive, Ami Magazine est un magazine d'actualité internationale qui s'adresse à la communauté juive orthodoxe, d'accord? Il est publié chaque semaine à New York et en Israël. Le magazine a été lancé en novembre 2010 par le rabbin Frankfurter et sa femme. Encore une fois, je dis cela uniquement pour vous expliquer que les informations fournies ne sont pas antisémites, d'accord? Les faits ici ne se soucient vraiment pas de votre religion. Le 10 février 2021, le magazine Ami a publié un article qui m'a sidéré intitulé « Faire chanter Rockefeller, le scandale qui a aidé Israël à devenir un État ». D'accord, tu es avec nous. On est attentif maintenant. C'est dingue. Dans l'article, l'auteur John Loftus revient sur le fait il était une fois coécrit un livre intitulé The Witness Tree. Je vais donc vous lire ce qu'il dit à propos de ce livre. Il écrit « En 2008, j'avais écrit un roman historique sur Reuven Shiloah. » Souvenez-vous de ce nom, Reuven Shiloah, avec mon ami canadien et co-auteur Brendan Howley. Notre livre, The Witness Tree, était une fiction basée sur des faits réels.
Mais le présenter comme un roman m'a considérablement facilité la tâche pour contourner la censure de la CIA. Malgré des critiques 5 étoiles, les seuls exemplaires jamais publiés l'ont été par Random House Canada et il est difficile de les trouver en version imprimée. Apparemment, The Witness Tree est tout simplement trop sensible pour être publié un jour aux États-Unis, même en tant que fiction, car il expose les familles de 2 directeurs de la CIA, en tant que blanchisseurs d'argent pour les nazis. Pire encore, The Witness Tree révèle la vérité sur la façon dont Reuven Shiloha a utilisé sa connaissance de ses liens secrets avec les nazis pour faire chanter Nelson Rockefeller et le pousser à créer l'État d'Israël. Oh, d'accord. Bon, il faut qu'on parle de ça. Il faut vraiment qu'on parle de ça. D'accord. Donc, ce type, pour vous expliquer plus lentement, ce type, John Loftus, a publié un livre. Il en a délibérément fait une fiction. Parce qu'il savait que la CIA le censurerait. Le livre n'a pas le droit d'être publié en Amérique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, ça me paraît complètement fou. Mais il essayait de contourner la censure de la CIA. Et donc il dit « Oh, j'ai une petite histoire à vous raconter sur la fondation d'Israël. » Et ça a à voir avec du chantage. Bon, maintenant, des années ont passé. John Loftus est dans le Massachusetts. Il travaille sur un projet concernant l'espionnage en Israël. Et un gars qui travaille aussi au département de recherche vient le voir, il s'appelle Jim. Et Jim dit « Et il y a ce type, Dovey, qui veut vraiment te rencontrer. » Et donc John répond « OK, oui, pas de problème. Je serais ravi de rencontrer ton ami Dovey. » Et il dit « Oui, Dovey, c'est le diminutif de Dov Shilala. » Son père était Reuven Shilala. Il écrit ceci, puis l'ampoule s'est allumée. Le père de Dov n'a pas seulement fondé le Mossad, il a aussi joué un rôle clé pour obtenir les voix supplémentaires à l'ONU, ce qui a conduit à la création de l'État d'Israël. Donc, tu as ce type, Reuven Shiloha, qui a fondé le Mossad, d'accord? Et lui, dans son livre, affirme, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas qu'une simple allégation, et cela semble être un fait, que Reuven Shiloha a fait chanter Nelson Rockefeller et la famille Dulles d'un seul coup à cause de leur lien avec les nazis, d'accord? Cela signifierait que c'est à ce moment-là que nous avons été pris en main et occupés par le biais du chantage. Nous parlons des Rockefeller. Et maintenant, vous vous dites peut-être dans votre tête, les Rockefeller. Je me souviens un peu qu'ils étaient ceux qui publiaient tous nos manuels scolaires. Eh bien, imaginez si vous vouliez faire chanter une nation. Je dirais juste, et là je spécule, les gars, on va entrer dans l'histoire ici. Quelle meilleure façon de le faire qu'à travers une autre famille, non? Par exemple, si vous pouviez faire chanter les Rockefeller, alors les gens diraient « Oh, je comprends les structures de pouvoir ». Et les Rockefeller publient tous ces livres, nous rendant tous idiots via le ministère de l'Éducation. On nous ment surtout. Mais que se passerait-il s'ils n'étaient pas vraiment ceux qui publiaient ces livres? Je pose des questions. Je sais qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Les néoconservateurs disent qu'on ne peut pas poser de questions, mais je ne vais pas arrêter d'en poser, les gars. C'est comme si j'étais incurable. J'ai un besoin incurable de poser des questions, d'accord? Entrons dans l'histoire. Donc, il dit que ce qui s'est passé, et c'est un peu à propos de lui. C'était 1 an après que je sois devenu célèbre. Encore une fois, l'auteur de cet article, c'est John Loftus. C'était 1 an après que je sois devenu célèbre. En 1982, j'avais fait l'objet d'un double reportage dans l'émission d'actualité 60 minutes. Cela a remporté l'Emmy Award du meilleur journalisme d'investigation en tant qu'ancien procureur fédéral au ministère de la Justice. Donc voilà qui est John Loftus, au fait, un ancien procureur fédéral au ministère de la Justice. J'ai révélé l'identité de criminels de guerre nazis qui avaient été recrutés par certains services américains et par des agences de renseignement de l'OTAN. Comme je vous l'ai dit, on a dit toutes ces choses sur les nazis, mais ensuite, on les a tout simplement engagés et fait venir ici. L'opération Paperclip, tout ça est complètement faux. On nous ment sur tout. Pendant quelques mois, j'ai été une célébrité de seconde zone, puis tout a été oublié. L'année suivante, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats à Brockton, dans le Massachusetts. J'ai reçu un appel téléphonique m'invitant à déjeuner avec un important universitaire israélien. Quelqu'un du consulat israélien le conduirait depuis Boston et l'accompagnerait. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à Brockton. C'était un homme âgé charmant, une calvitie sur le dessus, des cheveux blancs sur les côtés et une vivacité d'esprit remarquable. Nous nous sommes bien entendus. Puis, il en est venu à la raison de sa visite. Que savais-je du vote de l'ONU sur le partage de la Palestine? Il parle de Reuven Shiloha. D'accord. Donc, Reuven Shiloha lui rend visite en 1982 et il veut lui parler du vote de l'ONU sur le partage de la Palestine. Donc, il apprend cela directement du fondateur du Mossad, Reuven Shiloha,
Et c'est la raison pour laquelle, des années plus tard, en 2021, ou peut-être un peu avant, lorsque cela a été rendu public, le fils de Reuven vient le voir et lui demande « Que sais-tu sur mon père ?» Le fondateur du Mossad. D'accord, revenons simplement à ce récit, d'accord? Voici donc l'histoire qu'il a apprise de Reuven Shiloah, le fondateur du Mossad. Il écrit « Comme les lecteurs de ma chronique le savent, avant la Seconde Guerre mondiale, Alan Dulles et son frère, John Foster Dulles, oui, comme l'aéroport Dulles, ont mis en place une série de sociétés écrans pour dissimuler le fait que leur client, Nelson Rockefeller, avait massivement investi dans le complexe industriel du Troisième Reich et fournissait du pétrole à Hitler. Je ne le savais pas avant de lire cet article, mais apparemment, les Rockefeller, tout ce qui les intéressait, c'était le pétrole et l'argent. Et ils se sont dit, embauchons les meilleurs avocats du métier, les frères Dulles, pour dissimuler toutes ces transactions, ce qui nous permet de fournir du pétrole à Adolf Hitler. Prescott Bush, le père du futur président George Herbert Walker Bush, a fait ce qu'on lui a demandé et a accepté de devenir le bouc émissaire américain siégeant au conseil d'administration d'une demi-douzaine de sociétés écrans nazies en tant que prête-nom pour Rockefeller. Cela fait donc entrer en scène la famille Bush, une autre dynastie néoconservatrice. D'accord, les Bush sont maintenant impliqués dans tout ça. On lui a demandé de siéger au conseil d'administration de toutes ces sociétés écrans. En réalité, ils ne font que transférer du pétrole à Adolf Hitler. C'est fou. Tout cela est complètement fou. Que se passe-t-il ensuite? Qu'est-ce que Reuven Shalawat dit à ce type? D'accord, Prescott Bush n'avait rien à craindre en siégeant au conseil d'administration de toutes ces sociétés. Pourquoi? Les frères Dulles étaient les meilleurs avocats au monde pour cacher des investissements illégaux, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Vous voyez, leur sœur, Eleanor Dulles, connaissait tous les sales secrets de son frère. D'accord. Eleanor, c'est toujours une femme. Eleanor était le scandale familial. Regarde-la. D'accord. Eleanor Dulles, la sœur d'Alan Dulles. Elle avait épousé un professeur juif. Avoir un juif dans la famille Dulles donnait une mauvaise image auprès de leurs clients allemands. Alors, genre, Eleanor, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu es marié à un juif et nous, tu sais, on fournit du pétrole à Adolf Hitler. Ça ne donne pas une bonne image, d'accord? On n'est pas d'accord avec ça, que tu épouses un professeur juif. Ça continue en disant qu'Eleanor a toujours blâmé ses frères pour avoir poussé son mari juif à se suicider ensuite. Alors, elle a commencé à faire des copies des dossiers concernant les sociétés écrans de ses frères pour le blanchiment d'argent nazi, y compris certains des codes nazis. D'après mes sources, elle les a tous remis à un homme nommé Reuven Shiloah. Esprit soufflé? Littéralement esprit soufflé. Vous vous demandez sûrement où est-ce que c'est. Je vais mettre le lien de cette histoire. Je promets de la partager tout de suite dans le chat. Vous pouvez la trouver, je viens de vous le dire, le magazine Ami. Cherchez sur Google. Le magazine Ami parle de la façon dont le Mossad a fait chanter d'un seul coup les Bush, les Rockefeller et la famille Dulles. D'accord, et il a publié un livre à ce sujet, donc vous pouvez y aller. Apparemment, vous ne pouvez même pas obtenir ce livre en Amérique. Vous pouvez, c'est difficile de mettre la main dessus au Canada, mais vous pourriez peut-être trouver une copie numérique de The Witness Tree. Je n'ai pas lu ce livre, d'ailleurs. J'ai seulement lu cet article. Et j'ai lu cet article. J'ai été sidérée. Et sincèrement, j'étais là, genre, j'essaye de relier les points ici. Genre, quoi? L'Amérique a clairement été occupée à un moment donné. Et je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer. Genre, comment toutes ces entreprises américaines sont-elles soudainement devenues complètement subordonnées? Et on dirait qu'on exécute consciemment les volontés d'Israël. Et je tombe sur cet article et ça me sidère. Et ce n'est pas de l'antisémitisme, mes amis. C'est le magazine Ami. C'est très juif. Ok, je n'étais probablement même pas censé le lire. Je ne suis pas juif orthodoxe. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le lire, mais je l'ai lu. Et maintenant, c'est vous qui allez le lire. Et les choses deviennent folles. Donc, il faut juste accepter que ce sont les faits. Ce n'est pas une théorie du complot. Personne ne peut discréditer cet article. Donc, la raison pour laquelle Dovey ou Dovi, le fils de Reuven, la raison pour laquelle il venait voir Reuven, c'est parce que Jim a expliqué que Dov voulait me parler de son père, qui était décédé à l'âge de 49 ans. Apparemment, Reuven Shiloah était mort à 49 ans alors qu'il n'avait que 18 ans. Quand l'appel vidéo a commencé, Dov m'a dit « Je pense que tu en sais peut-être plus sur mon père que moi. » Et puis il l'a regardé. À ce moment-là, Dov était vraiment âgé. Dov avait 80 ans. Et il a dit
Comment peut-on refuser à un homme de 80 ans la vérité sur son père? Alors, nous avons commencé à parler. Et ensuite, il lui raconte des choses sur son père. Et comment c'était à l'époque? Maintenant, tu peux te pencher sur l'implication de Nelson Rockefeller pour amener, comme je l'ai dit, les gens à voter pour permettre à Israël de devenir une nation. Et une autre pièce du puzzle s'assemble? D'accord. Et voici mon point de vue. Israël est corrompu depuis sa fondation. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait le nier. Et quand on apprend que ces méthodes ont toujours été utilisées et qu'ils ont eu leur part dans la CIA, par l'intermédiaire d'Alan Dulles qui dirigeait la politique, cela devient encore plus évident. Et comme je l'ai dit, ils sont impliqués dans tellement de scandales de chantage. Souviens-toi de l'affaire Matt Gaetz. Tu te souviens? Retrouve cet épisode sur mon podcast après celui-ci. J'ai été sidérée, vraiment choquée en pensant à ce qui est arrivé à Matt Gaetz sans aucune raison. On explique pourquoi Matt Gaetz ne fera plus partie de l'administration Trump. Sorti de nulle part, on se retrouve avec une histoire de chantage impliquant Israël. Je me suis demandé, pourquoi Israël est-il toujours impliqué dans chaque histoire de chantage? Parce qu'il mène une opération de chantage très sophistiquée. C'est juste la réalité des choses. Et il ne voulait absolument pas s'inscrire à Pâques, si désespéré. Je ne dis pas que cela a à voir avec l'assassinat de JFK, mais je vous aide simplement à rassembler les pièces du puzzle en posant simplement des questions. Done. Comment oses-tu poser des questions? Alors voici la vérité. OK, Israël a toujours cherché à contrôler les esprits américains. Et maintenant, quand vous comprenez qu'ils ont fait chanter la famille Rockefeller, qui imprime les livres américains, la famille Rockefeller, qui est impliquée dans la médecine américaine. OK, vous commencez à vous poser beaucoup plus de questions. Et les preuves sont accablantes qu'ils ont toujours eu un intérêt. Bien sûr, il n'y a aucune chance qu'ils aient pu survivre aussi longtemps sans prendre le contrôle de notre armée, d'accord? Sans prendre le contrôle ou faire du chantage et impliquer le Mossad et la CIA. Je pense qu'ils ne forment qu'un seul et même organisme, et ce depuis très longtemps. Là, je spécule, c'est mon avis. À prendre ou à laisser? Franchement, ça m'est égal. Je me fiche complètement du nom que vous allez me donner parce que je pense. Je vais continuer à réfléchir tant que j'en ai encore le droit. Et comme je l'ai dit, je pense que les preuves sont accablantes. À bien des égards, je dirais qu'Israël a été tellement en avance sur nous en ce qui concerne la compréhension de l'importance de l'éducation, de la guerre de l'information et de la propagande. Par exemple, Wikipédia, une source de référence. Encore une fois, comme je l'ai dit, ils apparaissent partout. Une source de référence pour tant de gens sur ce que sont les faits. Vous faites une recherche rapide, Wikipédia apparaît en premier, et puis vous découvrez via une vidéo de Naftali Bennett qui est devenu Premier ministre. Le Premier ministre d'Israël, c'est lui. Dans cette vidéo que je vais vous montrer, il explique comment, dès que Wikipédia est apparu, ils infiltraient, formaient des sionistes pour devenir les éditeurs. Ceci est un extrait réel d'un futur Premier ministre d'Israël. Écoutez bien. Avec moi, Israël a organisé une journée de formation pour les éditeurs de Wiki. Le but de cette journée est de apprendre aux gens à éditer sur Wikipédia, qui est aujourd'hui la première source d'information au monde. À titre d'exemple, si quelqu'un recherche la flottille de Gaza, nous voulons être présents. Nous voulons être ceux qui influencent ce qui est écrit là, comment c'est écrit, et veiller à ce que ce soit équilibré et de nature sioniste. Tellement décontracté. On forme juste des éditeurs pour qu'ils aillent là-bas et s'assurent que les choses soient sionistes. Tu sais, cherche n'importe quoi. Ce sera comme une touche sioniste dessus. Donc, c'est comme rien de tout ça n'est une théorie du complot, les gars. Et c'est comme assembler un puzzle avec toutes les questions que nous avons sur notre gouvernement et pourquoi. Il me semble tout simplement impossible de dire la vérité. De dire la vérité quand quelqu'un remet en question quoi que ce soit concernant l'État étranger d'Israël. Et mon objectif en faisant cela et en montrant cela, c'est que j'espère que les gens qui sont juifs, les Américains peuvent comprendre qu'eux aussi sont influencés par l'État. Ils sont eux aussi amenés à croire que s'ils n'attaquent pas chaque personne qui dit quelque chose sur l'État d'Israël, il y a beaucoup de choses à critiquer ou à poser des questions à ce sujet. D'une manière ou d'une autre, ils vont se réveiller un jour et se retrouver dans un deuxième holocauste. Et ce n'est pas la réalité parce que vous êtes Américain. Donc c'est un gang américain, un gang. Sois simplement américain. Dis USA. Tu ne veux pas déménager là-bas, tu n'en as pas envie. C'est un pays formidable. Et nous devons tous arrêter de laisser notre esprit être déformé par leur système éducatif. C'est un peu mon avis. Bref, je dois encore lire quelques pubs. J'ai hâte de répondre à certaines de vos questions. Et au fait, apparemment, Trump va supprimer le département de l'éducation. On devrait en savoir plus à ce sujet. Où en est-on? Il y a tellement de commentaires qui arrivent.
D'abord, je vais vous parler de Pure Talk, parce que s'il y a deux choses certaines dans la vie, c'est la mort et les impôts. Eh bien, il y a maintenant une troisième certitude. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, vous pourriez économiser une fortune chaque mois en passant chez Pure Talk. Pure Talk, mon opérateur mobile, élimine le superflu de l'industrie du sans-fil pour seulement 25 $ par mois. Vous avez appel et texto illimité, plus 5 Go de données sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. Une famille de 4 économise plus de 1 000 $ par an avec Pure Talk. C'est de l'argent réel qui revient dans votre poche. Et avec l'équipe du divertissement Pure Talk basé aux États-Unis, vous pouvez changer d'opérateur sans tracas en à peine 10 minutes. Vous pouvez garder votre téléphone et votre numéro. Rendez-vous sur puretalk.com/Owens pour changer et économiser 50% sur votre premier mois. C'est du pur bavardage. .com/Owens pour commencer à économiser aujourd'hui. Talk sans fil pour des Américains. Aussi, le financement américain. Je ne connais pas la situation financière, mais si vous êtes comme des milliers de propriétaires à qui American Financing s'adresse chaque mois, il est probable que vous ayez du mal à suivre, que vous arriviez à joindre les deux bouts dans cet environnement de dette à taux élevés. Ce n'est pas de votre faute. La vie est devenue plus chère. L'inflation a frappé les gens. Si vous avez un solde de carte de crédit avec des taux d'intérêt supérieurs à 20% et que votre prêt hypothécaire reste intact, vous ignorez la seule chose qui pourrait tout changer, votre maison. Et c'est là qu'American Financing peut vous aider. Échangeriez-vous 10 minutes de votre temps contre une chance d'économiser en moyenne 800 $ chaque mois? C'est ce que font les propriétaires quand ils appellent American Financing. Un appel simple sans engagement peut tout changer. Ils ont une équipe de conseillers hypothécaires à salaire fixe, donc aucune incitation à proposer un prêt inutile et aucun frais initiaux pour savoir combien vous pouvez économiser. Alors n'attendez pas. Contactez American Financing aujourd'hui et commencez. Ressentez le soulagement. Appelez le 800-795-1210. C'est le 807-95-1210. Rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. Je vais aller aux commentaires. Je meurs d'envie de savoir ce que vous avez pensé de cette histoire, l'histoire de Revenchilo. Cela m'a fait sortir. C'est vraiment le cas? Cela m'a tout simplement fait sortir. Je suppose que je l'ai revécu avec vous, les gars, ici. Elja écrit « Pourquoi l'Ukraine et Israël ont-ils rompu le cessez-le-feu? Laissons-nous vraiment les satanistes envoyer des Occidentaux se faire tuer pour leur intérêt dans cette guerre? Sommes-nous les méchants? Oui, ce n'est pas une blague. » Je veux dire, j'ai évidemment compris cela, ma compréhension de tout ce qui se passe. C'est comme si nous étions employés dans un complexe militaro-industriel. C'est pourquoi je voulais vous montrer cet extrait d'Eisenhower mettant en garde contre le complexe militaro-industriel. Et JFK, je déplore en quelque sorte le fait que ce soit le cas là où nous sommes. Vous vivez en Amérique et pensez que nous avons toujours été en guerre, mais ce n'était pas le cas. Il y a eu la paix ici. Ensuite, il semble que nous agissions toujours dans l'intérêt de choses qui profitent à Israël. C'est une réalité. C'est un fait. Je veux dire, ils étendent leur territoire et nous n'étendons pas le nôtre. Nos frontières ne sont pas sûres, nos rues ne sont pas propres, et on nous répète sans cesse par le biais d'un conditionnement émotionnel, et je pense qu'une guerre de l'information menée de façon experte a été exécutée. Je pense que vous savez, ce sont toujours certains journalistes qui insistent, qui nous disent que c'est à nous de nous soucier de ce qui se passe là-bas. Et tout simplement, ce n'est pas le cas. Et nous devons vraiment nous assurer, comme JFK l'a dit lors de ce discours à l'université américaine, que nous sommes éduqués, que nous sommes réellement éduqués, pas conditionnés. La plupart des gens ne comprennent même pas les bases de l'instruction civique. Je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils ont intentionnellement abruti les Américains. Je crois qu'ils ont délibérément créé la crise des opioïdes. Ils veulent que nous soyons stupides, amorphes et drogués. Et toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, qui se sont produites, je pense qu'elles amènent maintenant les gens à se réveiller et à réaliser que nous avons été infiltrés. Et la meilleure protection contre cela, c'est de se rappeler de réfléchir, de se rappeler de poser des questions, de se rappeler de faire ses propres recherches. Même lorsque je vous présente ces informations, allez vérifier tout cela par vous-même. Allez lire cet article du magazine Ami et confrontez-le à d'autres sources. Et créez, vous savez, vos propres chronologies et fiches pour comprendre et apprendre l'histoire. Et je veux aussi dire qu'il est vraiment important de se défendre quand on vous insulte. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? La pire chose qu'on puisse vous reprocher aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est de croire aux médias traditionnels. C'est un compliment d'être traité de complotiste. Cela veut dire que votre cerveau fonctionne encore. Et comme je l'ai dit, je vais continuer à réfléchir tant que c'est encore légal. Juliana écrit à propos de la question de savoir si Georges et moi avons décidé de faire l'école à la maison.
Eh bien, nos enfants ne sont pas encore assez grands, donc cette décision n'a pas encore été prise officiellement, mais c'est effectivement quelque chose que nous envisageons toujours de faire. Maddie écrit « Un si bon épisode, Candice. Merci beaucoup. » Macho écrit « Partagez ceci partout. Faites connaître Candice et la vérité. » Faites connaître Candice et la vérité partout. Partagez avec tous vos amis. Oh, au fait, Juifs américains, vous êtes Américains avant tout, pas Israéliens. Ce n'est pas antisémite de remettre en question un pays étranger. Oui, il faut que les Juifs américains se réveillent à ce sujet et se disent « Je vais les secouer ». Je leur dis « Les gars, ce n'est pas le cas. On ne vous fait pas subir un holocauste. Vous êtes de notre côté. Vous faites partie de la famille, de l'équipe. On a besoin de vous. USA, rouge, blanc et bleu. Allons-y. » Et qui que nous devions aller affronter, vous savez, quoi qu'il faille arrêter ou mettre fin, on peut le faire. Il faut arrêter avec cette politique identitaire où on essaye de leur apprendre à ne se voir qu'en tant que Juifs. Et c'est comme, non, vous êtes Américains. Et je connais plein de Juifs qui se considèrent comme Américains. Je fais un peu une généralisation ici, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais tu comprends, l'idée c'est que tu comprends. Les gens, et ils croient vraiment ce qu'ils lisent dans les médias. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont influencés par des personnes qui probablement acceptent de l'argent. Pour vous maintenir constamment dans l'hystérie et vous faire croire que les ombres sur le mur sont réelles alors qu'elles ne le sont pas. OK, tu viens avec nous. Prépare-toi, monte dans la voiture. On va faire un tour en voiture. Renata écrit « Je donnerai mon pied gauche pour que le Canada enquête en profondeur sur Thomas Matthew Crooks. J'aime bien. Impossible que ce gamin ait agi seul et qu'il n'ait aucune présence sur les réseaux sociaux. Le plus ridicule, c'était qu'ils essaient de nous faire croire que c'était l'Iran. Franchement, j'en ai marre qu'à chaque fois que Bibi Netanyahou veut faire la guerre à quelqu'un, ils sont là, oh mon Dieu. Et c'est quand même ironique que la personne avec qui il veut qu'on parte en guerre essaie de tirer sur le président. Allez, sérieux, mec. Vous faites ça depuis bien trop longtemps. Israël est juste en train de vous rattraper. C'est tout. C'est juste qu'ils rattrapent leur retard. C'est tout. C'est naturel. Le balancier devait forcément revenir et en ce moment, il revient très fort du côté d'Israël. Et on sent bien la frustration des néoconservateurs, comme les gens de l'époque Bush. C'est pour ça qu'on les appelle les néocons de Bush. C'est parce qu'ils ont été victimes de chantage. D'après ce type, d'après John Loftus, ce que je ne suis pas John Loftus. Prétendument. Non, toutes les personnes sont mortes. Je n'ai pas besoin de dire prétendument. Je peux simplement dire, oui, ils ont été victimes de chantage. Personne ne peut venir m'attaquer sans passer par John Loftus. Et je ne sais même pas si John Loftus est encore en vie. En fait, je n'ai presque rien cherché à son sujet. Je ne sais même pas comment je suis tombée sur cet article. Je suis fou. Je ne sais même pas comment je me retrouve sur ces sites web. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Bref, Laura Graham écrit « Merci de prendre la parole. V-E-R-I-T-E, Candace ne recule pas. Ils vont crier à l'antisémitisme. Non. Je veux aussi que vous sachiez que nous pensons que tout le monde crie à l'antisémitisme, mais plus j'y regarde, plus je vois que c'est un petit groupe de personnes qui ont simplement des plateformes et nous ne devrions tout simplement pas nous laisser piéger à croire cela. C'est comme, je ne sais pas. Aucune de mes relations avec mes amis juifs n'a changé du tout. On a juste des conversations. Je pense que la plupart des gens ressemblent plus à un juif du genre Andrew Schultz. Genre, lui, c'est comme, peu importe. Tu vois, ils ne sont pas aussi investis en Israël que les médias voudraient vous le faire croire. Mais comme je l'ai dit, ils ont toujours compris à quel point les médias étaient importants. Et plus on approfondit la compréhension, Project Mockingbird, le New York Times, tu sais, le prix Pulitzer, toutes ces familles qui étaient, tu vois, qui travaillaient avec la CIA, certaines, tu sais, investies en Israël. Et c'est un petit groupe de personnes qui a accumulé, je pense, beaucoup de pouvoir grâce au chantage. Et il n'y a aucun doute que nos membres du Congrès sont victimes de chantage. Par exemple, quand je regarde quelqu'un comme Lindsey Graham, il est clairement victime de chantage. Allez, voyons. C'est tellement évident. Et oui, je pense qu'il repère les futurs leaders potentiels, même à l'université. Je pense que c'est un réseau de chantage très sophistiqué parce que je tombe dessus sans arrêt. Dans combien d'ennuis je me suis mis? Est-ce que je suis est-ce que je suis foutu, Skylar, Marc? Est-ce que je devrais juste arrêter ce live tout de suite? OK, sur une échelle de 1 à 10, Marc, dans combien d'ennuis je suis? Mince, oh là là. Incroyable. Bon, si ça peut aider, Marc est juif. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Marc, dis-leur à quel point tu es juif, s'il te plaît. Oh mon Dieu, Andrew Schultz n'est pas juif. Je pensais qu'il l'était. Je crois qu'il est juif. Wow, j'ai juste supposé. Je croyais que quelqu'un me l'avait dit. Merci au chat en direct d'avoir clarifié cela. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a traversé beaucoup de choses aujourd'hui. Et oui, partagez ceci.
je vais avoir des ennuis. Il y aura beaucoup d'articles écrits sur moi, mais les gens qui auront regardé sauront exactement ce que j'ai dit et pourquoi je l'ai dit. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aller sur CandaceOwens.com. Vous pouvez faire un don, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez rejoindre le club de lecture. Voilà le genre de livre que nous lisons, on assemble juste quelques petits éléments ici. Et on regarde une image en se demandant si l'Amérique n'est pas, vous savez, occupée depuis les années 60 ou même avant, je suppose. Je ne sais pas quand ce type... Oui, peut-être genre depuis avant ça, quelque part dans les années 50, à l'époque où Eisenhower nous mettait en garde. Et d'ailleurs, LBJ, c'est aussi pour ça que je ne crois pas à l'alunissage, parce que LBJ a fait ça pour détourner l'attention. Comme ça, il pouvait juste faire des trucs avec Henry Kissinger. Mais je vais garder toute cette théorie du complot pour un autre jour. Et par un autre jour, je veux dire que vous pouvez revenir sur les épisodes précédents et chercher Candace Owens, NASA, et ça apparaîtra. Parce que j'en ai déjà parlé, parce que littéralement, je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Je suis très fière de partager ces histoires avec le peuple américain et à l'étranger, partout dans le monde. Bon, les amis, je vous aimerai toujours. J'ai une mauvaise nouvelle. Nous n'allons pas être à l'antenne demain parce que j'ai une journée très importante personnellement. Il se passe quelque chose de vraiment important. Je vais le partager sur Instagram. Je suis enthousiaste. C'est une bonne journée pour faire une pause. Je suis triste de ne pas pouvoir vous parler car vous me racontez des choses. Que Blake Lively a déposé une demande de rejet et il n'y a que moi qui puisse examiner ces documents et le faire correctement en rendant justice à l'affaire, mais nous ne serons pas à l'antenne demain. Donc, on se retrouve lundi. Je vous aimerai toujours. Et défendez-moi dans les commentaires parce qu'ils vont vraiment s'en prendre à moi après ça. Vous feriez mieux d'être hyper présent dans les commentaires. Je vous aimerai toujours. À lundi.